Madame, Messieurs, bonjour et merci de suivre Actu Business, ces rendez-vous de l'entrepreneuriat, du management ainsi que du business dans sa globalité. Et pour ces nouveaux numéros, nous allons essentiellement parler de la question liée au climat des affaires en République démocratique du Congo. J'ai dit nous parce que je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je les partage avec un expert en économie, un expert en finances publiques, mais aussi analyste politique et entrepreneur, avec qui nous allons échanger. Monsieur Jérémy Kiloubou, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Géméman. Comment allez-vous? Ouais, nous allons bien par la grâce de Dieu. Alors, c'est une première fois pour vous de passer en revue sur les antennes de Congo Buzz Télévision. Comment vous sentez-vous? Oui, je suis très content d'arriver ici pour la première fois, mais je me rends compte qu'il y a un travail abattu. Merci. Un très bon travail qui a été fait. Et la présentation, l'endroit, les cadres, c'est vraiment très bien. Et je profite de l'occasion pour passer mes félicitations à notre camarade Christian Bossembe, qui est le responsable de cet organe. D'accord. Alors, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, nous allons mettre le point sur le climat des affaires ici en République démocratique du Congo, d'où je n'aimerais même pas que l'on perde une poussière de minutes. Concrètement, dans train de jeu, qu'est-ce que l'on doit comprendre par le climat des affaires? Merci Madame pour la question. Le climat d'affaires, c'est un environnement. D'accord. Quand on parle d'un climat, on voit l'environnement où évoluent les activités économiques. Dans chaque pays, les activités économiques sont réglementées. Il y a des règles. Il y a des règles fiscales, il y a des règles juridiques, il y a des règles sur le plan de passation de marché. En fait, dans tous ces secteurs-là, l'État a fixé des lois. Nous commençons ici, nous finirons ici. Mais au moins, vous allez voir que ça diffère d'un pays à l'autre. D'accord. Il y a dans un pays où il y a plus de pression fiscale. Dans l'autre pays, on allège un peu le processus pour obtenir les documents de son entreprise. Tout ça, ça concourt à ce qu'on appelle le climat des affaires. Alors donc, si on doit bien comprendre le climat des affaires, c'est comme une sorte, un bloc qui régorge des économistes, des investisseurs, si on doit les dire ainsi. L'activité économique dans son ensemble. C'est-à-dire, vous pouvez être économiste ou pas, mais le fait que vous soyez à la base d'une source de revenus, vous faites partie des affaires. Et le climat d'affaires réglemente en réalité toutes ces personnes-là, physiques comme morales, qui font des transactions économiques. Dans notre pays, par exemple, on nous dit pour créer une entreprise, il faut aller au niveau de guichet unique. Il faut avoir tel document, identification nationale, RCSM, numéro d'impôt, ça. Pour, après avoir œuvré, à la fin de l'année, il faut produire les bilans financiers, les états financiers. L'État perçoit tel pourcentage pour son fonctionnement. Vous voyez, tout ça, c'est ce qu'on appelle le climat d'affaires. Maintenant, dans notre pays, en réalité, ça dépend d'un pays à l'autre. Il en existe ici en RDC? Oui, madame. Mais au moins, j'aimerais qu'on essaie un peu de visiter les statistiques. Ok. Genre, comment vous les mesurez? Voilà. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons des estimations, nous parlent de 100 millions d'habitants. Ok. L'objectif sur le plan affaires, c'est quoi? C'est absorber le chômage. C'est-à-dire faire à ce que la majorité des Congolais trouvent un emploi. Pour que ces Congolais trouvent un emploi, l'État à lui seul ne sera pas en mesure d'engager tous ses compatriotes. Il va falloir que le climat d'affaires soit favorable, de façon que le privé investisse et que ce privé prenne en charge ces Congolais qui sont en chômage, leur donnant un emploi. En leur donnant un emploi, indirectement ou directement, ces salariés vont payer des impôts à l'État et l'État sera en mesure d'avoir les moyens pour mettre en pratique sa politique publique, ses politiques publiques. Alors, dans notre pays, est-ce qu'il y a une politique publique qui incite à l'investissement? Question mark. À mon avis, c'est une question que nous devons poser directement à l'ANAPI, qui est l'Agence nationale de promotion de l'investissement. Ouais. Pourquoi, madame, je le dis? Si nous visitons les statistiques aujourd'hui dans notre pays, nous avons entre 105 à 109 grandes entreprises pour 100 millions d'habitants. Les statistiques à ma possession me montrent aussi, de 2012,
jusqu'à ce jour, je parle de 2012, Oui. nous avons créé 12 000 entreprises. Les Congolais ont créé 12 000 entreprises. Qui du reste, il faut voir dans les contenus. Est-ce que ce sont réellement des entreprises ou sont des morts vivantes? Alors, Quand vous dites mort vivante, c'est-à-dire... ça veut dire une entreprise qui naît, Ok. qui n'a pas évolué, et du coup, elle cesse de fonctionner. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Congolais qui ont des documents à la maison. Il a RCSM, l'identification nationale, numéro d'impôt, mais il n'a aucun bureau, aucune activité. Vous voyez, ça, en réalité, ce n'est pas une activité économique. Ce n'est pas une entreprise. Maintenant, l'État, pour favoriser le climat d'affaires, il va falloir avoir un objectif. Quantifier. Par exemple, nous avons 100 millions d'habitants, comme je le dis. Vous voyez, il faut absorber le chômage. Pour y arriver, il faut que tous les Congolais soient employés. Pour employer 100 millions, et que si nous créons des petites et moyennes entreprises, minimum d'employés, c'est 10. Vous voyez, non, c'est-à-dire maximum. Ça entre 5 à 10 pour être considéré comme petite et moyenne entreprise. Oui. L'État dit, pour absorber le chômage, il me faut 10 millions d'entreprises, de PME. Il faut maintenant que l'État mette en pratique ou mette en place une politique, comment inciter les Congolais pour créer ces entreprises. Pour que nous arrivions à avoir dans notre environnement économique 10 millions d'entreprises qui engagent 10 Congolais afin d'absorber le chômage. C'est dans ça, madame. Ça veut dire, sur ce plan-là, nous pouvons dire qu'il est difficile de quantifier le climat d'affaires dans notre pays. Parce qu'en réalité, les résultats ne sont pas encore palpables. D'abord, avant de les quantifier, y a-t-il un critérium approprié pour les climats d'affaires? Oui, quand je parle, ça concourt à tout ce qui... Par exemple, vous êtes un entrepreneur. Okay. J'aimerais parler en termes d'exemple, ça vous permettra de bien comprendre. Vous êtes un entrepreneur, vous devez aller investir dans un pays comme le Rwanda. C'est un exemple vraiment ramassé. Vous serez obligé de contacter un cabinet dans le pays sérieux qui vous dira comment fonctionnent les affaires au Rwanda. On vous dira au Rwanda, pour créer une entreprise, il va falloir avoir tel document. Et voici les impôts qui sont perçus au Rwanda sur les sociétés. Tel impôt, telle taxe, telle redevance. Ça dépend du secteur où vous allez évoluer. Alors, qu'est-ce qu'il faudra encore? Au Rwanda, la dette intérieure est de tel degré. Donc l'État est insolvable par rapport à ses dettes. Sur le plan juridique, le traitement des recours ou le traitement des dossiers judiciaires au Rwanda, ça vous prend 100 jours pour un dossier, contrairement à la RDC qui vous prend 20 jours. Tout ça sont des éléments qu'un entrepreneur sérieux met sur la table et calcule avant de se lancer dans une activité économique dans un pays X ou Y, n'est-ce pas? Et tout cet aspect des choses-là, tous ces manœuvres-là, c'est ce qu'on appelle les climats d'affaires. C'est-à-dire les climats d'affaires, en réalité, ce n'est pas quelque chose qui est immédiat. Mais au moins, ça dépend d'un pays à l'autre. Un secteur qui permet aux investisseurs, enfin, des vrais, si on doit les dire ainsi. Ce n'est pas un secteur, madame. Le climat d'affaires, c'est le fonctionnement de l'ensemble du système économique. Okay. Sur le plan juridique, sur le plan fiscal, sur le plan politique, Okay. sur le plan environnemental aussi. Économique, voilà. Et économique aussi. Parce que, par exemple, qu'est-ce qui pousserait des entreprises étrangères pour venir investir en RDC? La réponse à cette question, c'est ce qui concourt au climat des affaires dans notre pays. Donc, en rapport avec ce que vous aviez dit, si on doit établir un critérium ou essayer de mesurer le climat des affaires, vous pensez que c'est favorable pour attirer les investisseurs ici? Non, madame, ça dépend d'objectifs. Nous voulons mettre sur pied une politique pour favoriser le climat d'affaires, doing business comme on l'appelle. Quel objectif nous poursuivons? Si l'objectif, c'est comme je le dis là, c'est de créer autant d'entreprises, il faut les chiffrer. Vous chiffrez ces entreprises. Okay. De l'autre côté, vous prenez des mesures pour inciter la population de pouvoir créer, les acteurs économiques, de pouvoir créer des entreprises, ceux qui sont dans l'informel, de pouvoir passer de l'informel au formel. Ça permet à l'État d'atteindre l'objectif qu'il a placé. Aussi longtemps qu'on court derrière aucun objectif. Oui, on peut bien sûr parler des climats d'affaires. Les climats d'affaires ne concernent pas seulement les expatriés,
ou les Congolais qui sont à l'extérieur, qui veulent venir en RDC. Ça concerne aussi les Congolais qui sont ici. C'est-à-dire, formaliser les activités, aller vers l'État pour savoir qu'est-ce que l'État prévoit pour son activité. Par exemple, aujourd'hui, madame, je vous ramasserai un autre exemple. Déjà, en voyant d'abord ce que l'État prévoit, dans la mesure du possible où l'État n'est pas en mesure d'aller jusque-là, c'est nécessaire d'avoir des expatriés ou des personnes qui viennent d'ailleurs pour essayer d'améliorer cela. Oui, c'est ce que je dis, madame. Ceux qui viendront aller ailleurs, qu'est-ce qu'ils vont trouver au niveau interne? En réalité, la planification devait être notre responsabilité, notre travail. Nous devons planifier, savoir exactement qu'est-ce que nous voulons. En faisant quoi concrètement? C'est ce que je suis en train d'expliquer, madame. Ce que nous devons faire, ou ce que nous allons faire, dépendra des objectifs que nous nous sommes assignés en tant que pays. L'objectif ici, comme je le dis, c'est par exemple faire de façon que les 95% des Congolais trouvent un emploi. Okay. Pour que ces 95% des Congolais puissent trouver un emploi, il me faut 10 millions de petites et moyennes entreprises. Ces entreprises peuvent être des entreprises à capitaux extérieurs, comme des entreprises à capitaux nationaux. Ça veut dire des entreprises qui sont venues, dont l'argent est venu de l'extérieur, ou des entreprises dont les Congolais eux-mêmes ont investi. L'État peut dire, pour que j'atteigne 10 millions de sociétés, petites et moyennes entreprises, okay, il faut que j'incite 10 millions de Congolais à créer ces entreprises. Et ces 10 millions de Congolais, je leur donne les occasions, ou je les allège certaines tâches, de façon que ça se fasse facilement. Il peut dire, à ce qui concerne déjà l'obtention des documents de création, c'est ce qui sanctionne la naissance de l'entreprise. Guichet unique nous a facilité le travail dans ce sens, bien que maintenant là, ça commence à bégayer un peu, depuis que la Banque mondiale, l'Union européenne, je pense, ne finance plus. Les documents qui faisaient autrefois 4-5 jours, aujourd'hui ça commence à faire 1-2 mois, voire même 6 mois, 7 mois. C'est compliqué si on peut visiter de ce côté. Donc l'administration intervient. Certainement, l'administration a une grande responsabilité dans ça. Je parlais de l'aspect obtention des documents. Oui. Aspect aussi fiscalité, notre système fiscal. On peut dire, pour les petites et moyennes entreprises qui viennent de s'installer, on les exonère. Ils ne vont pas payer des impôts taxes pendant, par exemple, 3-4 ans. Ce sont des politiques qu'on peut mettre en place. Ou de l'autre côté, on demande à un appui de les accompagner. Sur le plan coaching, sur le plan comment faire monter de planification, des orientations, des états financiers, tout ça, comment tenir votre comptabilité. En termes de formation, l'État peut accompagner aussi. Et ça permet à ce que l'État puisse atteindre l'objectif qui a été quantifié. Aussi longtemps qu'on n'a pas d'objectif quantifié, nous allons parler climat d'affaires, mais nous le parlons en pêle-mêle, en divagation, pour atteindre aucun objectif, aucune finalité. Alors, à ces jours, on date du 19 au 25 mars, il y a plus ou moins 90 entreprises belges qui sont arrivées ici à Kinshasa pour une mission économique. Ne serait-ce pas un offre de soulagement ou un espoir en ce qui est des investissements ici en RDC? Non, madame, il ne faut pas dormir debout. Okay. Ils ne sont pas venus investir. Ils sont venus étudier l'environnement. J'ai bien dit une commission économique. Voilà. Ils sont venus visiter comment les choses se passent sur le plan économique dans notre pays. Ils vont certainement tirer des décisions au finish. C'est bien, madame, que nous ayons des investisseurs belges, que nous ayons des Français, que nous ayons des Américains. Tout ce monde-là qui vient de notre pays, c'est bien, c'est très important. Mais à quand nous aurons des grands investisseurs congolais? Vous savez, à un certain moment dans notre pays, on a parlé de Nzanga, quoi, le papa de Saolona. Ce sont des grands investisseurs dans ce pays que nous avons connus à un moment. Nous avons connu de personnes qui pouvaient être appelés investisseurs, qui pouvaient être appelés hommes d'affaires, au vrai sens du terme dans ce pays, qui sont congolais de père et de mère. Mais aujourd'hui, on n'a plus à compter, madame. Vous savez que, madame, j'étais étonné de constater que 50 ans après, il n'y a aucune banque congolaise. Il n'y en a aucune. Ce qui est gravissime. Toutes les banques que vous voyez en RDC sont des capitaux extérieurs, des capitaux étrangers.
il nous faut une politique qui pousse les Congolais à investir, à créer des entreprises, à formaliser les entreprises qui étaient dans l'informel. Ça nous permet d'avoir notre propre capital. Parce que vous savez, les Belges, Américains, tout ce monde-là, quand ça va barder au Congo, ou quand les choses ne marcheront plus au Congo, ils seront contraints de rentrer, eux et leurs capitaux. Mais un Congolais, que ça marche, que ça ne marche pas, il reste au Congo avec cet argent. Il est bien de recevoir les étrangers, comme nous partons aussi ailleurs. Mais l'idéal serait de favoriser ou d'inciter les Congolais à être les maîtres de leur économie. C'est-à-dire, l'économie congolaise devait être tenue entre les mains des Congolais. Si nous laissons notre économie aujourd'hui entre les mains des étrangers, ils vont décider de notre sort demain, madame. Alors aujourd'hui, quels sont les obstacles que ces investisseurs rencontrent ici en RDC que les gouvernements congolais devraient plutôt améliorer pour permettre au secteur du climat des affaires d'évoluer? Je le dis de passage, madame. Certainement, peut-être c'était de manière un peu disparate. Par exemple, je ramasse un exemple. Déjà, ANAPI, Agence nationale de promotion de l'investissement, pour vous accompagner en tant qu'entrepreneur en RDC, il faut avoir un capital minimum de 10 millions de dollars. De 10 000 dollars. Il faut que votre entreprise ait 10 000 dollars certifiés. Alors que déjà dans notre pays, avoir une PME avec 10 000 dollars, c'est une affaire. Si l'État décide aujourd'hui que ANAPI va accompagner toutes les sociétés ayant un capital de 10 000 dollars, vous allez voir que on va faciliter la croissance de création des entreprises dans notre pays. Et cette croissance va permettre l'accroissement aussi des impôts et taxes qui seront collectés auprès de ces entreprises. Et du coup, il y aura un allègement du chômage parce qu'il y aura des familles qui vivront derrière les employés qui seront pris dans ces entreprises-là. Déjà de cette façon. Deuxième aspect, madame. Vous savez que la direction de guichet unique se trouve pratiquement dans des grandes provinces, dans des grandes villes seulement. Il est difficile d'arriver à Kabiaka Mwanga, savoir par où commencer pour mettre en place mon entreprise. Ils ne savent pas. Si vous allez au fin fond de Gungu, à Maïndombe, tous ces villages-là, trop éloignés de grandes villes, ne savent pas par où commencer. Il faut que l'administration pénètre et qu'on incite les gens à créer des entreprises et que ces entreprises-là aient accès au crédit. Ça permettra la transformation de l'environnement de notre pays. L'environnement économique et l'environnement social. Parce que de plus en plus que les gens trouveront des emplois dans ces entreprises-là, leur famille survivra de ça et aussi la qualité de vie va s'améliorer. Alors, à vous entendre, c'est comme si notre administration pose problème. J'ai eu à consulter quelques entrepreneurs en passant. Aujourd'hui, c'est quoi les critériums pour avoir tous ces documents légaux? D'abord, il faut produire un statut pour créer une entreprise. Vous produisez votre statut. D'abord, vous faites les choix de l'entreprise que vous voulez. Est-ce que vous voulez être une société à responsabilité limitée? Ça, vous voulez être une société à responsabilité limitée à associé unique? Vous voulez être une société anonyme? Déjà, là, ce sont des sociétés de capitaux. Il faut avoir beaucoup d'argent, c'est impossible. Vous choisissez d'abord le modèle de société que vous voulez créer. Et deuxièmement, vous mettez en place votre statut. Et du coup, vous transmettez votre statut au niveau de guichet unique. Guichet unique va vous demander de produire un certain nombre de documents. Entre autres, il y a votre pièce d'identité, le siège de l'entreprise. S'il y a des associés, les documents qui prouvent qu'ils ont libéré chacun sa part sociale dans l'entreprise. Et guichet unique, prenant ces dossiers-là, il va analyser votre statut, il va analyser tous les documents connexes, et il va vous joindre. S'il y a des erreurs à corriger, on corrige, on vous ramène, vous faites, et puis vous rentrez encore. Généralement, avant, c'était en disant 5 jours, guichet unique, vous remettez tous les documents. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ça va jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Qu'est-ce qui justifie ces blocages? Oui, certainement, c'est du fait de financement. Et quand vous êtes là, ils sont en train de nous parler de financement, ils ont maintenant beaucoup de difficultés. L'État ne s'intéresse pas. Bon, c'est un peu ça. Mais au moins, si vous réussissez à avoir déjà votre statut, tous les documents connexes que guichet unique exige, vous serez au moins dans le processus d'obtention des documents qui vous autorisent de fonctionner en tant qu'entreprise dans
en République démocratique du Congo. Y a-t-il un code sur les investissements ici? Oui, c'est le travail d'ANAPI. Il y a un code sur les investissements. C'est ANAPI qui s'en occupe. C'est ANAPI qui fait la promotion. Et je crois aussi sous l'applicabilité de ces codes-là, okay. ANAPI est plus tourné vers l'extérieur. Il fait la promotion plus auprès des investisseurs extérieurs en mettant de côté les Congolais. J'ai posé ma question à la DGA de ANAPI, lui dire quel jour on vous verra au fin fond de Kinshasa en train de faire la sensibilisation sur les processus de création d'entreprise. Vous êtes dans vos bureaux climatisés, madame. Vous voyez que il y a même question d'objectif. C'est quoi l'objectif d'ANAPI? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme finalité? Est-ce que vous voulez avoir que de grandes entreprises qui viennent de l'extérieur ou vous voulez absorber le chômage? Si vous voulez absorber le chômage, on a besoin plus de petites et moyennes entreprises que de grandes entreprises. Des petites et moyennes entreprises, on peut mettre en place des politiques simples, allégées, pour inciter les Congolais à mettre en place ces entreprises qui permettront à ce que les Congolais sont employés par ces entrepreneurs-là. Alors aujourd'hui, la RDC adhère aussi à d'autres organisations, s'attache à d'autres investisseurs afin d'évoluer. Depuis 2012, nous avions adhéré aux organisations telles que l'OADA. Quel est l'impact jusqu'ici? Madame, les vrais problèmes dans notre pays, c'est nous-mêmes. Du fait d'adhérer dans une organisation régionale, sous-régionale ou internationale, n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que vous faites pour tirer profit de ces organisations-là? C'est-à-dire, à mon avis, avant d'adhérer dans une organisation quelconque, il va falloir d'abord faire des études de faisabilité ou une politique interne. Savoir dans cette organisation que nous adhérons, qu'est-ce que nous bénéficions? D'abord, qu'est-ce qui est prévu dans cette organisation? Il est prévu ça. Ok, nous, dans ça, en RDC, qu'est-ce qu'on peut faire de façon que toutes ces nations qui sont dedans soient tournées vers nous? On doit faire ça. Et ok, on adhère. Dès que nous adhérons, nous faisons de façon que cette politique soit appliquée pour bénéficier le gain de ces organisations. Vous allez vous rendre compte, madame, ce n'est pas le cas de notre pays. Nous sommes à OADA. Nous sommes CAC, CRGL, toutes ces organisations sous-régionales. Nous y sommes. Nous participons, nous siégeons. Certainement, ça facilite, par exemple, au OADA, ça facilite l'établissement des comptes, des différents comptes en comptabilité, c'est-à-dire l'uniformalisation. Ouais. Tous les pays membres qui sont à OADA tiennent la même comptabilité. C'est-à-dire, si les comptes, point 1, s'appelait capital ici, là-bas, ça s'appelle aussi capital, ça nous permet de communiquer sur le plan économique facilement. Pourquoi? Parce que nous avons les mêmes environnements comptables. En supprimant même certaines barrières. Oui, les mêmes environnements comptables, j'ai la facilité quand je suis dans un pays de OADA, visiter la comptabilité de ces pays-là, j'aurai la facilité d'interpréter en tant que comptable. J'ai la facilité de faire les codes des investissements sont pratiquement similaires. Vous voyez, c'est ça les bien fondés de cette organisation. Mais nous, au niveau interne, est-ce que nous en bénéficions? CRGL, CAC et SADC, est-ce que nous en bénéficions? Donc jusqu'à ce jour, l'impact est nul. Bon, je ne dirais pas nul, parce que les autorités ne décident pas en vain. Okay. Mais l'impact n'est pas encore ressenti comme nous le souhaitions. N'est-ce pas? S'il y a un impact, mais c'est un impact qui est à échelle vraiment faible. Alors, qu'est-ce que notre administration devra faire aujourd'hui pour jouer un rôle, enfin, je dirais, pour soutenir ou pour essayer d'épauler? Parce qu'il y a tantôt de personnes qui parlent de correspondance. Vous avez dit tantôt, le RCCM, pour avoir les guichets uniques, il fallait 5 jours ou 6 jours, mais aujourd'hui, il faut 2 ou 3 mois. Qu'est-ce que notre administration peut faire à ces jours pour essayer de réguler cette situation? La première des choses, sur le plan administratif, les autorités devraient associer les administrations dans la prise de décision. Aujourd'hui, dans la plupart des ministères, le ministre et son cabinet fonctionnent de manière singulière. Les administrations ne sont pas associées. Et ça fait ce que les administrations cherchent à faire des choses à leur manière. Et ça fait du couac. Aujourd'hui, pour avoir une réponse d'une administration publique, en tout cas, il faut gêner.
écrivez à toutes les organisations de notre pays, toutes les administrations de notre pays, pour qu'on vous réponde. Soit vous avez mis pression, soit vous vous êtes vu avec les chefs, il vous a dit qu'on va vous répondre. D'emblée comme ça, vous écrivez, on vous répond, c'est rare. C'est vraiment rare. Ça prouve que nous n'avons pas l'âme dans la chose. Nous ne sommes pas déterminés à changer les choses, madame. Et je pense, dans notre pays, l'administration devait être refaite. S'il y a lieu qu'on ait les personnels essentiels pour le fonctionnement de notre administration. Aujourd'hui, vous allez dans une administration, il y a un pléthore de gens. Est-ce que c'est là même, Un ça ne pléthore serait pas une qui manière manque même de chaises pour s'asseoir. Ok. Mais en réalité, ne produisent aucun travail. Ils n'attendent que la fin du mois pour passer à la banque, percevoir son dû. Vous voyez, c'est un grand travail, madame, qui, à mon avis, ne se fera pas d'un jour. Mais s'il y a la volonté politique, nous pourrons changer les choses dans ce sens. Alors, en votre qualité d'expert en finance, entrepreneur, aujourd'hui, si les lois, les autorités compétentes qui touchent ou qui touchent les secteurs de l'économie pouvaient passer un balai en ce qui est des climats des affaires, par où ou sur quoi s'appuyer? D'abord, pour commencer, madame, l'État devrait commencer à écrire ses objectifs. On écrit ses objectifs, on les quantifie, ça veut dire on les budgétise, et de l'autre côté, on l'applique, on l'exécute. Madame, je parlais d'emploi dans notre pays. Aujourd'hui, le 90% des jeunes, les chiffres sont vraiment proportionnels dans beaucoup de pays d'Afrique. Beaucoup de jeunes sont dans les chômages. Est-ce que ces jeunes-là ont des compétences pour concourir à certains emplois? Non. Quelle est la politique que l'État met en place pour rendre les jeunes compétitifs afin de solliciter les emplois qu'ils souhaitent avoir? Aucune politique. D'abord, ne pensez-vous pas que cela est lié à notre système éducatif? Je m'explique. À ces jours, dans presque toutes les familles, on vous dit allez à l'école, allez à l'université, à la fin, vous aurez un emploi. C'est ce que je dis, madame. En réalité, le système éducatif, oui. Mais l'État peut orienter les choses selon sa vision, selon son souhait. Je suis en train de dire, si l'État veut à ce que les gens, au lieu d'aller dans l'école, ça veut dire maternelle, primaire, secondaire et université, l'État met en place des institutions de formation professionnelle. Il dit, bon, pour le budget de l'année 2023, nous devons mettre en place, nous devons construire 20 institutions de formation professionnelle à la hauteur de INPP, dans 20 provinces différentes. Okay. Ça va permettre aux jeunes d'aller se former, parce que l'institution est plus proche d'eux, et ces jeunes-là, en se formant, ils deviennent compétitifs. Ils se sentent compétents pour faire un travail donné. En se sentant compétent pour faire un travail donné, il serait plus à l'aise pour lui de venir solliciter un emploi dans son secteur, dans une entreprise X ou Y. Mais aussi longtemps que ces jeunes se sentent incapables, capables en rien, même si vous étalez 10 000 emplois ici, il passera outre. Pourquoi? Il se sent compétent dans rien, dans tout ce que vous avez étalé. C'est-à-dire, c'est à l'État de savoir qu'est-ce qu'il cherche réellement dans les secteurs d'emploi, dans les secteurs d'affaires, dans les secteurs de la santé publique, dans les secteurs X ou Y. Dès que l'État détermine ses objectifs, madame, le reste, ça peut se faire sans beaucoup d'efforts. À ces jours, pensez-vous que les côtés juridiques et judiciaires a aussi une part de responsabilité? Oui, madame. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a combien de dossiers d'affaires, des dossiers judiciaires, j'ai dit, judiciaires, qui sont délibérés au niveau de nos différents cours. Aujourd'hui, l'État lui-même a pratiquement une dette intérieure très élevée. Ça veut dire que l'État ne paye pas ses dettes vis-à-vis des entreprises qu'il a sollicitées pour réaliser X ou Y travail. Okay. Et ces entreprises-là ne savent même pas comment aller devant la justice pour accuser l'État. Parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de gain de cause. C'est un travail qu'il faut faire. Aujourd'hui, madame, il y a des grandes entreprises. Dans notre pays, selon les statistiques à ma possession, nous en avons dans les 110. Qui vous fournissent des comptabilités qui, en réalité, ne sont pas vraiment exactes. Les comptabilités qui ne reflètent pas leur activité économique. Mais vous allez voir, aucun appareil judiciaire dans notre... En fait, aucune instance judiciaire de notre pays s'en occupe. Pour interpeller, il n'y a pas.
De l'autre côté, l'État lui-même contracte des dettes, il refuse de payer. D'un côté, il y a des ceux-là qui trompent l'État, qui volent. L'État ferme les yeux. La corruption fait son apparition. Tout ça montre que la justice n'est pas encore arrivée à comprendre que l'activité économique, c'est la source même du développement. Nous ne développerons que si nous allons tous mettre la main dans la pâte et que notre économie sera florissante. C'est de ce point de vue-là, à ce niveau-là seulement, que vous verrez que dans notre pays, les choses changeront facilement. Alors, à ces jours, tantôt, nous parlons de la corruption dans ces secteurs où l'on voit pour l'obtention du RCCM, il faut passer par-ci, par-là. Les Congolais appellent, les Kinois appellent ça même Madé Swabana, ou l'équipe par ici, ou l'équipe par-là. Qu'est-ce qui justifie ces phénomènes? Est-ce le fait d'émettre de personnes qui ne sont pas habilitées à faire ce travail-là, ou qu'est-ce qui justifie ça? Beaucoup d'éléments, madame. D'abord, la modicité des salaires. Okay. Mais ce que vous payez 160 000 francs congolais, il doit payer les transports dedans, il doit payer son loyer, il doit payer ses unités, il doit payer la scolarisation de ses enfants, il doit payer tout ce qui est coût fixe. Dans les 160 000, au même moment, il doit faire face à la bouffe, c'est-à-dire le manger de tous les jours. Avec le prix qui galope dans les marchés, ça ne nous permet pas de réunir le bout du mois avec les petits salaires. Du coup, un administratif, un fonctionnaire de l'État qui est dans son poste, il voit les gens venir vers lui, sachant qu'à la maison, il n'a rien laissé, il a tendance à se transformer en un mendiant, cherchant à résoudre les problèmes de la maison de manière quotidienne. Congolais aliaka na taux du jour. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, madame, je le dis... rapidement, la télévision, c'est l'État. Oui. De l'autre côté, madame, je le dis, de l'organisation de l'administration elle-même. Est-ce que nous mettons la personne qu'il faut à la place qu'il faut? Vous verrez aujourd'hui, il y a des ministères à caractère économique. Je prends le ministère de l'économie, par exemple, qui vous emploie les techniciens de labo, les infirmiers. Il va faire quoi comme travail? Par rapport à son profil, le poste que vous lui donnez ne convient pas. Du coup, il fait ce qu'il peut faire de son mieux. Vous voyez, tout ça, ça prouve que notre administration a une grande responsabilité. La corruption aussi est à la base, la modicité des salaires aussi est à la base des corruptions. Alors, l'émission est terminée, monsieur Jérémy Kiloubou. En 1 minute seulement, vous allez proposer votre piste de solution pour essayer d'améliorer les secteurs du climat des affaires ici en République démocratique du Congo. Piste de solution. Premièrement, il faut que l'État détermine les objectifs dans le climat des affaires. Savoir, nous poursuivons quel objectif. J'ai donné un exemple qui peut être ramassé. Nous voulons créer 10 millions d'emplois pour absorber 100 millions de chômage, 100 millions de chômage des Congolais. Pour les 10 millions d'emplois que nous voulons créer, il faut ça. Ça permet aux Congolais qui n'ont pas l'argent, même avec 0 franc, vous pouvez au moins essayer d'organiser la création de votre entreprise. Premier aspect. Deuxièmement, ANAPI doit quitter ses bureaux pour descendre dans des milieux très reculés, pour rencontrer ces Congolais-là, leur expliquer c'est quoi le code d'investissement, de quelle manière ils peuvent accompagner, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour mettre en place les entreprises. C'est le travail qu'ANAPI doit faire. De l'autre côté, madame, nous devons harmoniser notre système fiscal. L'émission est terminée. 30 secondes. Nous devons harmoniser notre système fiscal, savoir l'entreprise paye quoi. Et en contrepartie, la République lui donne quoi. J'ai dit. Merci, monsieur Jérémy, pour votre passage. Je vous en prie, madame. C'en est fini pour cette émission, madame, messieurs. Vous étiez très nombreux à suivre. Merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir et retrouvons-nous très prochainement. Ciao!